Salut à tous, c'est Don Armando d'Elia Météo, deuxième vidéo sur les magouilles du climat aujourd'hui, après avoir parlé un petit peu, déjà un petit peu de ça à travers la variabilité annuelle du climat et en expliquant que c'était quelque chose de tout à fait naturel. On va continuer dans ce registre-là, on va enfoncer le clou et dire surtout à quoi ce catalyseur de peur, catalyseur psychologique qui est utilisé dans différents domaines pour faire réagir les gens, à quoi il sert et qu'est-ce qui se cache derrière cette peur du climat, ce discours, ce débat totalement polarisé où on met en avant certains, où on exclut les autres. Récemment, vous avez la directrice de notre organisme de prévision nationale qui a changé, qui vient de la transition écologique, qui a œuvré, qui a fait des programmes, qui a participé à des programmes dans les Nations Unies où on parle de à quel mode de consommation on doit passer. Et ça va dans le sens général du fait qu'il n'y a plus de débat sur le changement climatique, comme quoi c'est déjà fait, comme quoi il est sûr et certain, donc le débat est clos, il est tué. Par contre, on s'intéresse juste à l'économie et à l'énergie. Donc on peut déjà se demander l'indépendance entre ce genre de personnes et la science. En 2009, il y a eu l'affaire du Climate Gate. Des mails sont sortis, ont été piratés par des informaticiens, des mails d'échange de scientifiques du GIEC qui expliquaient que est-ce qu'on devait parler de certaines choses, plutôt mettre en avant d'autres choses. Est-ce que on devait parler par exemple du hiatus météorologique, le fait que depuis 20 ans il n'y a plus de hausse de température, en tout cas à travers les relevés, que ça pose un problème par rapport aux chères projections du GIEC, et le ton a donné ce ton donc de peur, de terreur à travers la communication. La communication sur le climat. On a un monsieur Philippe Verdier, qui était responsable des services météo d'une chaîne du service public, qui a été dégagé parce qu'il a sorti un livre, Climate Investigation. Non, pourquoi je dis en anglais Climate Investigation, pardon. Et à l'époque où un ministre lui avait demandé de participer à des rapports, ou d'appuyer sur le fait qu'il y avait une urgence. Lui, il a sorti un livre. Il n'a pas pu se résoudre à aller contre ses convictions, sa pensée. Il a sorti un livre en expliquant que globalement, les années où il faisait le plus chaud, c'était là où il y avait le moins de mortalité, principalement dû à une baisse de la mortalité hivernale. Il faut savoir que l'hiver en Europe fait infiniment plus de morts, même si on n'en parle pas, que l'été. Parce que moins de maladies pulmonaires, etc. Que c'était des années où il y avait moins d'intempéries au niveau du BTP, qu'il avait moins de consommation de gaz, d'électricité, etc. Ça n'a pas pu, il a été dégagé. Par contre, il a insisté sur le fait que la taxe sur l'énergie pénalise les familles les plus pauvres, car les subventions françaises allouées aux énergies renouvelables font augmenter de 10% les factures d'électricité des ménages. On va pouvoir commencer à se demander à quoi sert cette histoire de peur climatique imminente. Est-ce que derrière, il n'y a pas l'idée qu'on vous oblige à penser d'une certaine manière via la transition écologique? Vous devez consommer d'une telle manière, vous devez acheter d'une telle manière, vous devez manger de la telle façon, vous déplacer en utilisant tel ou tel type de transport, de véhicule. Derrière ça, il y a des enjeux économiques et industriels énormes, économiques pour une histoire d'argent, pour une histoire de gros sous, et industriels parce que ça va promouvoir l'émergence de nouvelles industries en relation avec tout ce qui est nouvelles énergies, transition écologique, etc. Plus les taxes sur ce qui est considéré comme étant polluant, donc ce gaz politique qu'est le CO2. Donc on essaye de décarboner la France, alors qu'on est, je crois même pas, le 70e pays producteur de CO2. Il faudra aussi se souvenir de ce que j'ai dit dans la première vidéo, du fait que le CO2 est 25 à 100 fois moins présent dans l'atmosphère que la vapeur d'eau. Je crois de tête c'est 0,04% des gaz compris dans l'atmosphère, le CO2 en proportion, et que son spectre d'absorption est plus faible, beaucoup plus étroit que celui de la vapeur d'eau, et qu'il a un pouvoir sur l'effet de serre 9 fois moindre, et que en plus, ce n'est pas parce qu'on produit plus de CO2 qu'il y en a plus dans l'atmosphère, voire sur la loi de dissolution de Henry, qui explique que finalement les océans sont les premiers capteurs de CO2 de la planète, ensuite il y a les forêts, et que la relation entre la présence de molécules de CO2 dans l'atmosphère
et ces puits de captation, elle est très mal comprise. Différents scientifiques ont démissionné. John Christie qui pense que les modèles sont biaisés. Patrick Moore et Ivan Marco demandent que l'on prenne en compte les cycles solaires. D'autres, les rayonnements cosmiques, comme Henry Stensmark. Chris Lancy, spécialiste des ouragans, affirme que contrairement aux affirmations du GIEC, le nombre d'ouragans n'a pas augmenté. Il affirme même que le GIEC le reconnaît lui-même, même dans la prévalence du fait que le GIEC a une faible confiance dans les changements de l'intensité des phénomènes extrêmes. Donc GIEC, organisme intergouvernemental, on voit qu'il n'y a pas d'indépendance, ça permet même de l'ingérence. Si vous regardez la précédente vidéo, je vous ai parlé un peu d'Amazonie, les histoires écologiques permettent même de s'immiscer dans les affaires de notre pays. C'est la guerre vraiment totalement économique en se basant sur tout ce qui est écologique. On fait de l'ingérence. Tout simplement parce que peut-être que la dissuasion nucléaire maintenant évite une guerre mondiale. Donc la guerre mondiale est un petit peu finalement tout simplement énergétique, puis ça permet de garder à certains leur hydrocarbures tout simplement bien au chaud, si jamais. D'après le GIEC, le CO2 piège de rayonnement infrarouge thermique, le globe devrait donc moins rayonner vers le cosmos si plus de CO2. Mais la NOAA, un organisme gouvernemental américain sur l'atmosphère et les océans, qui publie les mesures faites par satellite depuis 1974, n'observe aucune baisse du rayonnement infrarouge qui reste compris entre 225 et 240 watts par mètre carré. Rapidement, une des thèses du GIEC, c'est de dire selon moi, on pourrait dire que la chute du régime communiste a fait perdre une raison de vivre aux soutiens occidentaux de cette politique. En fait, ça veut dire que le fait que le communisme ait disparu, c'est repris finalement par ce genre d'institutions qui dirigent, en tout cas qui ont un impact énorme maintenant sur notre mode de penser, de consommer, etc., sans qu'on s'en rende forcément compte, en disant simplement, vous voyez, les matériaux, les ressources ne sont pas finies, donc on va vous expliquer comment on les partage et de quelle manière et avec quoi et comment. Et pourquoi le catalyseur, la peur. Le pape a lui-même repris dans son discours la thèse du consensus scientifique sur le réchauffement, ce qui n'a pas empêché donc cardinal Pell de rectifier. Il a dit que la science n'avait pas d'expertise particulière dans le monde que l'Église n'avait pas d'expertise particulière à apporter dans le monde de la science. L'opinion à la mode affirme que la science a parlé, c'est une erreur fondamentale. L'appel au consensus scientifique n'est qu'un appel à l'autorité, ce qui est totalement inapproprié quand il s'agit de scènes. Il parle aussi de l'approche totalitaire des partisans du réchauffement à l'égard de ceux qui ne partagent pas leur vue, ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes n'ont normalement pas besoin d'être excessifs. On voit bien que l'aspect doctrine, la religion du climat prend le pas sur ce qui devrait être normalement un discours, un vrai débat ouvert scientifique. Mais bon, ceux qui ne sont pas d'accord sont dégagés, sont privés de fonds, de communication, de ressources, sont mis de côté. Ça existe vraiment, ça, je vais y venir un petit peu. Après, le président du GIEC l'ancien président a été démis de ses fonctions en 2015 pour des histoires personnelles. Il avait cité quand même la phrase intéressante, pour moi la protection de la planète est plus qu'une mission, c'est une religion. Donc comme si du fait de un peu le retrait de l'influence des religions dans les sociétés modernes, finalement on s'attribuait le droit, le pouvoir de pouvoir décider nous-mêmes de notre planète, alors qu'avant c'était une entité, un dieu, etc. C'est assez fun finalement de penser que c'est nous qui dirigeons le climat. Le climat, c'est cette chose tellement complexe, qui comporte tellement de paramètres, une infinité. Et la première, la plus intéressante, c'est surtout la relation entre la Terre et le Soleil, qui varie en fonction de l'excentricité de la Terre via son ellipse et de la précession des équinoxes, donc ce qui fait qu'elle est plus ou moins proche du Soleil, etc. En fonction des temps géologiques, le Soleil, c'est lui qui nous apporte l'énergie solaire et c'est lui qui décide finalement du climat sur la planète, tout simplement. Et nous, on se focalise sur le CO2. Il faudra parier que le CO2, c'est un gaz politique, parce que on peut en faire une utilisation intéressante du fait qu'on l'utilise, nous, tous les jours, et du coup, on peut s'y acharner dessus. Si on utilisait un autre gaz, je sais pas moi, l'argon ou autre, je suis sûr que l'argon, on aurait trouvé de quoi redire sur l'effet de serre, et qu'on l'aurait de nouveau, qu'on l'aurait ciblé cette fois-ci. Sachez que
la différence entre la doctrine et la science, normalement, c'est que la science est irréfutable jusqu'à preuve du contraire, donc on peut toujours en discuter, alors que la doctrine, finalement, c'est une croyance c'est une manière de penser qui est érigée comme croyance indépendamment des faits, de l'absence de faits ou des faits. Le rapport SR15 du GIEC déclare que le réchauffement mondial d'1,5 degré va probablement amener extinction des espèces, problèmes de santé, problèmes de nourriture, dans le fait de s'approvisionner en nourriture. On voit bien déjà l'idée de commencer à consommer différemment. Alors ça peut être une bonne idée du fait que peut-être manger moins de viande, etc., ça peut être bon pour la santé ou bon pour les animaux. Après ça dépend de, comme je disais encore une fois, de nos croyances, de où on met le curseur. Mais de là à tout dramatiser et à tout faire passer sous le chapeau du climat, c'est quand même assez fort. Pour éviter cela, le GIEC estime que les investissements requis en matière d'énergie devraient être de 2400 milliards de dollars par an. Donc on voit bien l'histoire de gros sous qui se cache derrière. Est-ce que ceci pourrait expliquer l'intérêt des banques mondiales majeures, spécialement celle de la City de Londres, à toujours plus pousser la carte du réchauffement? Allumez la télé, vous allez voir maintenant votre banque, votre assurance, promouvoit quoi? Le réchauffement climatique. Enfin, elle promouvoit l'idée qu'il faut agir, pour le réchauffement climatique. Donc, elle dit aussi, pareil que d'autres, que ces institutions, que ces ententes étatiques, que c'est avéré qu'on y est et que si vous bougez pas, ça sera votre faute, vous serez le grand méchant qui n'y a pas cru. Ce scénario présente une dimension encore plus incroyable parce qu'il est généré par une science basée sur des données trafiquées produites par un groupe de scientifiques triés qui dispensent un discours polarisé. Ces mêmes scientifiques présentent leurs collègues qui tentent d'argumenter non plus comme des sceptiques, mais comme des négationnistes. Que suggère que suggère ce numéro de programmation neurolinguistique? Je suis climato-négationniste, c'est du n'importe quoi. On est en train déjà de faire des références malsaines avec une partie de notre histoire et on nous explique que celui qui ne dit pas Amen, il est dingue en fait, il est climato-machin. C'est le mettre automatiquement de côté sans débat possible, même si on apporte un argumentaire solide. Ce qui tue un peu l'essence, le débat finalement sur l'essence de qu'est-ce que la vraie science sur le climat. En 2007, David Miliband, secrétaire britannique à l'environnement, proclamait que le débat sur le sujet était clos. Il faut savoir qu'il existe un projet de pétition sur le climat, Global Warming Petition. Donc c'est la même chose que le manifeste manifeste de la pétition de l'Oregon, je crois qu'on dit comme ça, qui a été signé par 31 000 scientifiques. Il déclare simplement soit qu'il n'y a pas de preuves scientifiques convaincantes que le CO2 a une influence sur le climat, donc la patte anthropologique de l'homme, ce qu'on entend toujours, ou alors qu'on court vers une catastrophe, même en cas d'évolution du climat, ce qui est de toute façon normal. Il faudrait expliquer pourquoi le climat ne doit pas bouger alors qu'il a tout le temps bougé, subitement il devrait s'arrêter, sinon ce n'est pas bon. De plus, il existe des preuves scientifiques substantielles qu'une augmentation du CO2 produit des effets bénéfiques sur les plantes, la nature et l'environnement animal de la Terre. La NASA a publié des chiffres. Depuis les années 80, on a plus 14% d'augmentation du couvercle végétal sur la planète. En 82, Mostafo Tolba, directeur du programme environnemental des Nations Unies, avait averti que le monde se trouvait face à un désastre écologique définitif si d'ici 2 décennies, les gouvernements n'agissaient pas. En 89, Noel Brown, du même programme, déclare que les nations entières disparaîtraient sous les eaux si ce n'était pas inversé d'ici de l'an 2000, parenthèse sur l'augmentation du niveau des eaux, ne pas faire déjà de confusion entre ce qui est de l'ordre éventuellement d'une augmentation du niveau des océans et l'érosion. Érosion, phénomène naturel, on fait souvent la confusion. Ensuite, il est bien malhabile ou habile d'arriver à présenter de quelle manière les eaux se comportent, sachant qu'il faudrait y intégrer l'effet des vagues, des marées, de la croûte terrestre. Sachez que les matériaux de mesure ont une marge d'erreur d'une dizaine de millilitres, et par exemple 34 mm de seuil de certitude dans les prévisions pour les relevés satellitaires. On a ça et les marégraphes. Et on nous explique là que le niveau des océans augmenterait de 3,2 mm par an, donc avec une précision au dixième de millimètre, alors que la marge d'erreur est d'une dizaine de millimètres.
Une première petite incohérence. La deuxième, je ne vais pas rentrer dans le détail, sachez que la circulation de Walker, c'est une cellule au niveau climatique qui existe dans le Pacifique, qui régit tout ce qui est El Niño, La Niña, fait que globalement la pression est plus basse en Asie du Sud-Est et plus haute en Amérique du Sud-Ouest, ce qui fait des différences de température et de pression, parce que l'air, la température de l'air est corrélée à sa pression, en plus l'air est chaud, moins il est dense, etc. Enfin, ce qui influe sur la poussée d'Archimède, donc air moins dense, de plus basse pression en Asie du Sud-Est, fait que l'eau a tendance, le niveau de l'eau de la même océan Pacifique énorme, a tendance à être plus haut par rapport en Amérique de l'Ouest, du Sud-Ouest. Donc vous avez un différentiel de 60 cm en temps normal, à peu près bien sûr, hein, de différence de niveau des eaux, alors qu'on est sur la même océan. Ce phénomène-là, il s'accentue ou il se désaccentue en fonction de El Niño, La Niña. Quand c'est El Niño qui prend le relais, la pression réaugmente en Amérique du Sud-Ouest et commence à baisser en Asie, ce qui fait que l'eau chaude accumulée, la warming pool en Asie du Sud-Est, sont les mers les plus... ça fait partie des mers les plus chaudes du globe. Cette masse d'eau revient vers l'Amérique du Sud, ce qui contrarie la pêche, parce que moins de nutriments pour les poissons, moins d'oxygène. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais tout ça pour vous dire qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Comment est-ce qu'on peut prendre les gens pour des cons en leur expliquant que oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est tellement énorme et vaste ce sujet sur le climat, enfin la climatologie en général. Philip Stott, scientifique britannique, remarquait que la Terre s'est vue donner des avertissements réguliers depuis les années 50. Notre période postmoderne d'angoisse climatique globale, donc, ne date pas de maintenant. Depuis 1973, la crainte de refroidissement mondial, c'est un environnement complexe qui s'est opéré. Oui, il faut savoir qu'à un moment, on avait peur qu'elle se refroidisse. En fait, elle se refroidit, elle se chauffe, elle se chauffe, elle se refroidit. C'est comme ça. C'est encore une fois... tant pis pour les adeptes du CO2, c'est en relation avec les cycles solaires, la forme du soleil et l'activité solaire. C'est lui qui nous donne 99,9% de la température qu'il fait sur la planète. Le reste, c'est les émissions géothermiques de la planète, donc de son cœur. Et voilà, on s'arrêtera là. Donc, des prédictions d'effondrement du monde tous les 10 à 20 ans, en fait. Hein. Les écologistes avertissaient qu'en l'an 2000, la population des USA aurait dû s'effondrer à 22 millions d'âmes. Mais en 87, la crainte changeait en faveur d'un réchauffement et le GIEC fut établi. La prochaine vidéo, on parlera un petit peu du préquel du GIEC, comment on en est arrivé là. Vous avez bien compris qu'il y a quand même une idée finalement de la part de nos élites de tomber, à la suite du communisme, de continuer dans cette idée-là, une idée énergétique, une idée économique, que ce n'est absolument pas normal qu'un débat soit autant polarisé sur un seul sujet, sans aucun débat, sans aucune contre-argumentation possible, qu'à chaque fois qu'une personne, ou même des groupes de personnes, parlent différemment, exposent des choses différentes et qui sont très intéressantes, on les dégage, on les met de côté et on les pointe des doigts, on invente des termes pour les décrédibiliser. Qu'en gros, le débat est complètement mort sur le sujet. Donc moi, je vous fais cette petite vidéo, pour vous montrer que si on a une autre manière d'en parler, d'estimer les choses, qu'encore une fois, l'idée c'est pas de faire le bourrin, de polluer ou de quoi que ce soit, mais c'est peut-être un peu de se rassurer par rapport à tout ça et de bien comprendre, même si ça va pas changer le fond des choses, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on nous embête avec cette histoire-là et qu'est-ce qui se trame derrière. Je pense que vous commencez à le saisir. C'était Don Armando d'Elia Météo. À la prochaine. Abonnez-vous, likez, posez des questions. À plus tard.